midi à tous. Je m'appelle Sarah, je suis conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. Merci beaucoup aux participants, à nos panélistes de se joindre à nous ce midi. Je sais que vous prenez votre heure de dîner pour être avec nous et on l'apprécie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent depuis ce matin. C'est une journée qui va vite. On a des super présentations, des belles discussions et ça va être la même chose ce midi, je suis certaine. On est en mode webinaire, donc on ne se voit pas, les participants, mais vous pouvez interagir avec nous dans la discussion. On a une équipe qui est là et qui va prendre toutes vos questions en note. On va pouvoir prendre le temps de les poser là, à nos panélistes à la fin de la discussion. Vous pouvez également là, nous mentionner d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ce midi à ce panel de discussion sur la FAD au secteur des jeunes, innovation et personnes enseignantes en action. Donc, ce midi, c'est France Lafleur qui va animer ce panel-là. Donc, France, elle est titulaire de la chaire d'excellence en enseignement de la FAD de l'UQTR. Elle occupe le poste de professeure régulière au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières en tant que spécialiste de la FAD et de la formation en ligne par webconférence. France, ça va bien? Bien, merci. Super. Donc, je sais que tu nous as préparé un beau petit concept là, pour ce midi. J'ai très hâte d'y assister. Écoute, je te laisse commencer ça. Alors, merci Sarah. Alors, bonjour à tous nos téléspectateurs de cette émission spéciale. Bien sûr, bienvenue au panel de En direct de l'univers, mais en direct de l'univers de la formation à distance, bien sûr. Alors, je vous présente globalement, je salue tout le monde de tous les fuseaux horaires. Je sais qu'il y a des gens du Maroc, du Québec, de l'Europe, États-Unis peut-être. Alors, bienvenue à tous. Je sais qu'on dit bon midi. Bon après-midi ou bonsoir, tout dépendamment où vous êtes. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir en grand nombre. On sait que vous avez hâte d'entendre parler de tout ce qui se fait au Québec, car les enseignants et les équipes écoles sont très actives. Alors, de ce côté, le panel d'aujourd'hui, en fait, c'est que le ministère de l'Éducation a lancé un appel à projet l'année dernière. Alors, plus précisément, il a mis en place un projet pilote dans lequel il invitait à faire de l'innovation au secteur jeune, ça veut dire dans nos écoles primaires, nos écoles secondaires, d'innover en utilisant la formation à distance. Alors, il y a eu plusieurs répondants, plusieurs projets se sont mis en action au Québec. Et voilà, aujourd'hui, c'est de ce thème que nous allons parler. Alors, nos 4 panélistes ont répondu à l'appel ministériel avec leur équipe école. Et c'est en ce sens qu'ils viennent nous en parler aujourd'hui. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous présente l'univers de Michael Canuel. Bonjour France, bonjour tout le monde. Bonjour, ainsi que l'univers de Sylvain Caron. Bonjour. L'univers de David Couture. Bonjour à tous. Ainsi que celui de Marilyn Dallaire. Bonjour tout le monde. Alors voilà, c'est lancé. On sait que le grand public et toutes les personnes qui sont en ondes présentement ont le goût de vous entendre, de savoir qu'est-ce qui se passe au Québec, comment on innove, comment on fait. Alors, je suis certaine que notre discussion sur le plateau, sur le plateau de notre émission, va susciter plusieurs questions et nous réservons à la fin de la rencontre, là, à la fin de l'émission, une période de questions. Donc, les gens qui sont derrière, les modérateurs, tout ça vont se prendre en charge là, de faire des sélections pour les questions. Alors, on y va, on se lance. Alors, tout de suite, je vais y aller d'une première question, laquelle va sûrement intriguer les téléspectateurs, c'est-à-dire, chers panélistes, qu'est-ce que l'innovation et qu'est-ce qu'une personne enseignante en action? Alors, d'entrée de jeu, on veut vous entendre sur l'innovation et j'aurais le goût de donner la parole à M. Michael pour commencer. Peut-être que je pourrais commencer par m'introduire. Je suis le président de LEARN. LEARN est un organisme qui dessert la communauté anglophone du Québec. Je suis aussi le fondateur du Canadian e-Learning Network, un réseau qui regroupe tous les leaders à travers le Canada intéressés dans le e-learning. Et je suis aussi cofondateur de Brain Cloud, une école virtuelle au Thaïlande avec plusieurs élèves. Si je reviens à la question de base. Mais c'est vrai, Michael,
j'ai fait une petite erreur parce que j'ai voulu tellement lancer la discussion que j'ai oublié de faire les présentations. Alors, complètement désolée. Même France Baudouin me pardonnerait cette erreur. Alors, merci Michael pour la présentation. On sait maintenant que vous œuvrez quasi à l'international, mais en étant bien campé au Québec. Donc, merci pour la courte présentation. Je vais demander maintenant peut-être à la prochaine personne, disons, Sylvain, si tu pouvais te présenter également. Bien, bonjour, Sylvain Caron. Je suis enseignant de musique au secondaire dans un programme d'art-études. Donc, c'est un programme enrichi musique et je coordonne aussi le programme. Donc, vraiment, ça, c'est la base de. Alors, ça, grosso modo, Sylvain nous a fait ça très, très court. Il intervient dans le domaine musical, c'est bien ça, du côté de l'ouest de Montréal, c'est bien ça? Mon projet de recherche que je fais, c'est sur l'enseignement de musique VR. Donc là, je me suis lancé, on a des sous d'enregistrement ici. Okay. Donc, je fais déjà de l'enregistrement avec les élèves, du montage vidéo, du multimédia beaucoup ici. On y revient. C'est ça. Puis là, on y revient. Dans le fond, ce que je souhaitais faire d'entrée de jeu, c'était tracer notre toile du Québec pour savoir où vous êtes et dans quel centre vous intervenez. Puis tout de suite après, on va revenir avec la description de nos projets pour voir comment ça se passe. Donc, merci Sylvain pour la présentation. Je vais y aller maintenant avec Marilyn. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Marilyn, enseignante au primaire à l'Académie Juillet qui est située à Montérégie sur la rive sud de Montréal. Je ne suis pas dans le secteur, moi, je demeure en Beauce. J'enseigne à des élèves de la 3e à la 6e année. Donc, voilà, ça fait une brève présentation de mon parcours et de qu'est-ce que je fais là, ici. Merci Marilyn pour l'introduction. On va y revenir en détail, ne t'inquiète pas. Ensuite, David, on aimerait t'entendre de ton côté. Oui, alors, bonjour. Donc, je m'avais déjà présenté tantôt. David Couture, je suis enseignant en anglais au secondaire. J'ai des groupes de secondaire 3 et de secondaire 5 principalement. Je trouve important de mentionner, je suis enseignant NLQ, donc je proviens un petit peu de l'extérieur du programme d'enseignement. Je suis aussi titulaire je suis tuteur, excusez-moi, d'un groupe TSA de secondaire 5 avec lequel on fait notre projet pilote. Magnifique. Alors, avec ce premier tour de panel, on voit qu'on intervient, on a vu privé, public, secondaire, primaire. Alors, on a vraiment ici une complémentarité d'expertise autour de la table et c'est là la richesse de la présentation d'aujourd'hui pour voir que se fait-il selon différents niveaux, différentes clientèles. Justement, David pourra nous parler tantôt de ces clientèles parce que nous avons tous autour de la table des personnes qui interviennent avec des clientèles différentes, des besoins différents et des projets complètement différents. Alors, on va en entendre parler sous peu. Et là, je reviens à ma fameuse question, M. Michael. Là, je suis désolée tantôt, hein, j'ai manqué de marche. Alors voilà, d'entrée de jeu, j'aimerais vous entendre parce que la thématique du jour, vraiment, le titre du panel, c'était la formation à distance au secteur des jeunes, innovation et personnes enseignantes en action. C'est pour ça que je relance ma question pour savoir, pour vous, qu'est-ce que l'innovation? Qu'est-ce qu'une personne en action? Donc voilà, M. Michael, on vous écoute pour l'innovation. Mais je crois que ça commence évidemment avec l'éducateur, l'enseignante, et je vous dirais que ça commence avec une personne qui a du courage, qui n'a pas peur de foncer, de tenter de voir de nouvelles choses. Alors, pour moi, le point de départ, si on n'a pas de courage, si on n'est pas prêt à faire des essais, à vivre des échecs, c'est certain qu'on ne devrait pas se lancer dans l'innovation, dans les choses qui sont nouvelles. Ça prend aussi quelqu'un qui est passionné, qui adore ce qu'ils font, qui croit vraiment à l'importance et la valeur de... Pardon. Ça prend aussi une personne qui est créative, curieux. Si on n'est pas curieux, si on ne cherche pas de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire, il n'y a rien qui va se passer. Ça prend quelqu'un qui est patiente, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, à partir de ces valeurs, ces caractéristiques-là, on a une personne qui est prête à tenter de nouvelles choses, de voir comment on peut améliorer, comment on peut changer. Je pense que c'est La Bruyère qui a dit au 17e siècle, il n'y a rien de nouveau, on a tout vu. Puis lui, il répétait un philosophe Parménide grec qui disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a toujours des variations sur la même thématique. Alors, je crois que c'est ça qu'on cherche souvent à faire, c'est des synergies, des façons d'amener
certains concepts, idées qui existent déjà, mais les mettre dans une nouvelle présentation, une nouvelle sauce, si vous voulez. Excellente lancée. Alors, voyons maintenant du côté de la commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de l'innovation? Qu'est-ce que l'innovation selon toi? L'innovation, pour moi, c'est être avant-gardiste. C'est vraiment d'aller. C'est un peu être un explorateur. On s'en va un peu à l'inconnu avec toutes les nouvelles technologies qui sortent toutes les années. On a des nouvelles technologies qui sortent. Et comment intégrer ces nouvelles technologies dans notre enseignement? Dans le fond, l'innovation, pour moi, est là. C'est justement de bonifier d'une façon peut-être créative la façon qu'on aborde notre enseignement auprès des jeunes. Parce que je crois que les technologies vont plus vite que notre processus d'adaptation, puis être justement avant-gardiste, d'être à l'avant-plan, d'essayer des choses, ça nous prépare plus davantage, je pense, pour les innovations qui s'en viennent. Puisque je nous sens sur un tournant très important au point de vue technologique, autant pour l'enseignement que pour la vie courante de tout le monde. Absolument génial. Je retenais le mot explorateur et ça me faisait sourire un petit peu de voir simultanément dans le clavardage qu'on a des gens du Maroc, des États-Unis, de Montréal, etc. Continuez, les personnes qui sont en ondes présentement, vous êtes très nombreux. Si vous pouvez nous écrire dans le clavardage de quelle région vous êtes, ça me fait sourire un petit peu avec le mot explorateur que Sylvain a utilisé. Et maintenant, je vais donner la parole à David. Si tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce que l'innovation et qu'est-ce qu'une personne en action? Je vais y aller un peu dans le même sens que mes collègues Michael et Sylvain. Dans le fond, pour moi, un enseignant qui innove, un enseignant qui est en action, c'est quelqu'un qui a du courage, qui a de la passion, qui est créatif. Pour l'être, on n'a pas le choix. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur parce qu'on ne veut pas quand on expérimente des choses. Ça ne fonctionne pas toujours comme on l'a imaginé, comme on l'a visualisé ou comme on l'a espéré. Donc, il ne faut pas avoir peur de. Je ne veux pas utiliser le mot échec, mais il ne faut pas avoir peur de faire des apprentissages dans notre planification et dans les choses qu'on va faire avec nos élèves. C'est sûr qu'évidemment, pour être en action, ça prend un petit peu plus. Des fois, on a la volonté de vouloir faire des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, mais il faut aller au-delà de la volonté, il faut les mettre en pratique en classe. Je sais que ça demande beaucoup de temps quand on veut changer les choses, faire de nouvelles choses, beaucoup de planification. Souvent, en début d'année, on va avoir la volonté de faire ces choses-là et plus l'année avance, c'est une volonté qui peut disparaître, mais il faut être capable de garder cette volonté-là, de trouver des motivations. Puis souvent, l'effort qu'on va mettre, les efforts de plus qu'on va mettre dans ces choses-là, on va voir la récompense dans la réaction de nos élèves. Et David, merci pour cette réponse et en même temps, je souligne ton courage d'avoir prononcé le mot échec parce que dans l'échec, il y a l'apprentissage et même, je dirais même plus l'intégration. On pourrait revenir sur ça. Je trouve ça extraordinaire et je continue de souligner dans le clavardage qu'il y a des gens de Québec, de Rivière-de-la-Paix, au nord-ouest de l'Alberta. Continuez à nous écrire. Je trouve ça extraordinaire qu'on soit une toile internationale. OK, maintenant, Marilyn, de ton côté, l'innovation? Écoutez, je ne répéterai pas ce que mes chers collègues ont mentionné. La dernière, parfois, c'est répété. J'ajouterais peut-être que dans mon cas, je voyais le projet comme une manière de venir en aide à certains élèves qui avaient des besoins précis auxquels on pouvait, par l'innovation, puis en étant en action, combler. J'ajouterais aussi qu'il faut savoir repenser tout ce qui est de l'évaluation, les méthodes d'enseignement, la manière de créer des liens. Donc, c'est ce que j'ajouterais, puisque mes collègues ont déjà mentionné plusieurs éléments très intéressants. Merci, Marilyn, pour la définition que tu lui accordes. Il y a des gens qui te secondent dans le clavardage là, du Blanc-Sablon en Basse-Côte-Nord, en passant par Québec. Il y a quelqu'un qui nous disait, justement, Guylaine nous disait que pour innover, pour elle, c'est se dépasser. Et je pense que, justement, on serait d'accord, hein? On fait signe que oui. Alors, voilà. Oui, c'était notre premier tour de plateau. Maintenant, on est réchauffé. Alors, on y va maintenant. Je vous dirais, chers panélistes, que pour d'un second souffle, je vais y aller en vous demandant d'expliquer de façon précise votre projet. Comme ça va illustrer autour de notre table aujourd'hui comment ça se passe, la formation à distance au secteur des jeunes. De façon très concrète, c'est le bon moment de nous détailler un peu concrètement ce qui se passe chez vous, dans votre équipe école ou dans votre centre scolaire. Je reviens à M. Michael, si vous êtes bien d'accord. Avec plaisir. Dans notre cas, c'est un peu hors du contexte du projet du ministère. Nous, on a commencé nos cours en ligne en 1999.
Alors, c'est pas la formation en ligne, c'est rien de nouveau pour nous. On l'a fait depuis 23 ans. Alors, mais notre clientèle, c'est surtout les écoles secondaires du milieu anglophone, plus précisément au secondaire 4 et 5. Souvent, c'est des élèves qui sont dans les écoles, que ce soit dans les endroits éloignés ou même ici sur l'île de Montréal, des écoles où le nombre d'élèves ne justifie pas l'embauche d'un prof de physique, de chimie, de certains cours avancés de mathématiques. Alors, nous, on dessert surtout cette clientèle-là. C'est des élèves qui ont besoin de ces cours très précis afin de compléter les cours, les exigences qui ont besoin d'avoir les prérequis, c'est le terme que je cherchais, pour rentrer dans certains programmes au cégep. On le fait depuis, comme je dis, 99, et nos écoles sont un peu partout dans le Grand Nord du Québec, sur Côte-Nord, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Gatineau, un peu partout, même sur l'île de Montréal. Souvent, les gens pensent que c'est uniquement dans des endroits éloignés, mais c'est un peu partout pour nous. Parce que la réalité du milieu anglophone est un peu différente dans certains cas. Nous, on a commencé, on était vraiment parmi les tout premiers à intégrer une approche synchrone. On faisait nos cours en ligne en 99, croyez-le ou non. Et on utilisait notre propre LMS, Learning Management System, qu'on a développé nous-mêmes avec l'aide de compagnie. Et c'est notre clientèle. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin dans ce qu'on a fait depuis ce temps-là? Oui, bien sûr. Alors pour nous, l'innovation, c'est dans notre ADN, ça fait partie de qui on est, de la façon qu'on fait tout. On a intégré en 2009 une approche socio-constructiviste dans nos classes. Alors, l'idée d'employer une approche magistrale, c'est-à-dire l'enseignant, le prof qui se met devant la classe, qui fait des discours, on a terminé ça, on a mis fin à ça, puis on a pris une approche socio-constructiviste en 2009, c'est-à-dire on a mis beaucoup d'emphase sur toute la notion de collaboration, partage, travail par projet, développer des compétences, etc., etc. Alors pour nous, c'était essentiel. On a commencé en 2009. Pour y arriver, il fallait qu'on innove aussi dans la formation de nos enseignants, enseignantes. Alors, il a fallu qu'eux-mêmes vivent ce que c'était. Alors, pendant une période de temps, ils ont vécu ce que c'était être élève dans ce contexte socio-constructiviste. En 2011, on a gagné un prix pour Flip Class, la classe inversée. Quoi d'autre? On a, je cherche toutes les choses qu'on a fait. C'est GeoGebra. Je pourrais continuer, mais juste peut-être mentionner, en 2018, on a intégré les médias sociaux dans nos pratiques en ligne. On a, depuis 2 ans, on a commencé pleine conscience, méditation en ligne. Alors, ça fait partie tout simplement de qui on est. On cherche toujours à innover dans nos classes. Innover à tous les plans. De ce que j'entends, là, vous innovez pédagogique, personnel, plan, tout ça. On a quand même Julie qui s'intéressait à savoir si vos étudiants, vos élèves plutôt, sont âgés de moins de 16 ans? Non, 15, 16, 17 ans, c'est pas mal l'âge moyenne. C'est secondaire 5, 6, 4, 5, pardon. 5, OK, d'accord. 4, 5, pardon. Alors, merci beaucoup d'avoir présenté de façon détaillée votre projet. Maintenant, je vais faire le miroir. Cette fois-ci, je vais y aller du côté de David. Est-ce que tu peux nous parler concrètement de ton projet, ta clientèle? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin pour aller voir tes élèves? Oui, je peux bien faire ça. Je vais peut-être y aller un petit peu moins en détail que Michael. Pour moi, le projet est un petit peu plus nouveau. C'est quelque chose que j'ai débuté cette année. Dans le fond, c'est ça. Au début de l'année, j'ai eu l'agréable surprise de me retrouver tuteur d'un groupe d'élèves TSA de secondaire 5, donc qui sont au programme régulier. Donc, ils ont leur classe à eux, mais ils suivent le programme régulier comme les autres classes. Évidemment, c'est des élèves pour qui les défis, les réalités sont un petit peu différents. Bon, je ne dirais pas un petit peu, en fait, c'est les défis, les réalités sont différents de ce qu'on retrouve dans une classe régulière à l'habitude.
Donc, c'est des élèves qui peuvent arriver parfois en surcharge, que ce soit au niveau du travail ou en surcharge sociale. Et que dans un cadre normal, dans une classe, quand ils ont atteint cette surcharge-là, ils sont plus capables de fonctionner. Il y a un blocage, soit le travail ne se fait pas, ou c'est tout simplement, ils sont même plus capables d'écouter. Et à ce moment-là, il n'y a pas de miracle à faire, il faut les laisser se reposer. Donc, ça peut devenir un défi parfois quand on a dans le fond, on a des objectifs à atteindre, puis on a des délais à respecter. Donc, c'est quelque chose qui peut devenir un peu plus compliqué. Donc, le projet pilote sur lequel on travaille, c'est un projet pilote, dans le fond, excusez-moi, c'est un projet pilote qui va offrir l'option de téléprésence aux élèves TSA. Pour faire ça, il a fallu qu'on adapte une séquence d'enseignement et d'apprentissage au contexte d'enseignement comodal. Dans ce projet-là, on explore surtout les pistes de développement relatives aux compétences qui vont être à l'évaluation dans l'examen du ministère en anglais à la fin de l'année. Donc, ce qu'on va faire un petit peu en détail, c'est on a bâti une séquence d'enseignement qui va revoir toutes les deux compétences sur la compétence de la communication et la compétence de l'écriture qui sont à l'évaluation à la fin de l'année, comme je le disais. On va faire une séquence qui est échelonnée sur 10 périodes. Dans chaque période, on explique quelque chose qu'on voit sur l'argumentation, qu'on voit l'introduction, qu'on voit le message, la communication. C'est tout échelonné de manière graduelle. Puis ça permet à l'élève de suivre le cours soit en présentiel avec nous en classe. Il peut aussi le suivre dans un autre local que de la classe, admettons qu'il est seulement en surcharge sociale, mais qui pense qu'il est quand même capable de fonctionner. Il peut être dans un autre local de l'école, suivre le cours avec nous, participer avec nous, mais être tout seul, être tranquille. Il peut aussi le faire de manière asynchrone. Il peut le faire, admettons qu'il était complètement en surcharge, plus capable d'avancer. Il peut décider de le faire le lendemain ou le surlendemain chez lui ou chez elle. Donc, à ce moment-là, ça lui donne plusieurs options pour réaliser le projet. On donne aussi plusieurs options pour faire les différentes tâches. Mettons qu'on a un texte à écrire. Je ne sais pas, une partie de texte comme une introduction. La personne va pouvoir partager son introduction soit sous forme de capsule audio, sous forme de texte sur la plateforme qu'on utilise ou tout simplement en faisant une vidéo dans laquelle la personne va pouvoir mettre des filtres, se déguiser, faire plusieurs choses. Donc, on a plusieurs options de rendu à l'élève. Et on lui donne, entre chaque étape, une période d'environ une semaine, puisque c'est un projet qu'on ne fait pas à chaque cours. On va le faire 2 fois par cycle, donc ce qui donne à peu près 1 fois par semaine ici. Donc, si, admettons, l'élève n'était pas en mesure de le faire au moment où on devait le faire, bien, ça lui donne l'option de pouvoir le faire à son rythme, sur le restant de la semaine, avant le cours d'après, pour qu'on puisse passer à la prochaine étape. Alors, merci David. Ça nous donne une belle perspective de ce qui se passe chez vous. On voit que vous avez l'audace de pousser les essais. Hein? Vous vous êtes lancé dans un projet pilote. Et considérant aussi, David, que tu te lances également dans un début de carrière, si tu me permets de dire ça comme ça. Oui, je suis encore un néophyte, là, ça en 5e année. Non, mais très audacieux de se lancer une nouvelle carrière, nouveau projet de formation à distance au secteur jeune. Donc, bravo pour le courage. Maintenant, du côté de Marilyn, est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe, votre projet spécifique dans votre établissement? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'enseigne, je suis au secteur primaire. Donc, on a ce qu'on appelle une école 100% virtuelle. Donc, moi, j'enseigne tous les jours en virtuel à mes élèves qui sont un peu partout au Québec. Donc, on suit le programme de formation de l'École québécoise et notre clientèle, ce sont soit des élèves ayant une contrainte physique ou médicale ou encore des sportifs de grand niveau. On n'a pas de sportifs de grand niveau, on a seulement des élèves avec des contraintes médicales. Donc, c'est des jeunes qui tirent avantage selon les spécialistes, médecins, etc., à étudier depuis la maison. Donc, ils sont toujours chez eux. Et puis, cette année, c'est notre 2e année là, dans le projet. D'année en année, on a de plus en plus de demandes de jeunes, de parents qui croient que leurs jeunes pourraient être avantagés à être dans l'école virtuelle. Alors, une école innovante avec des projets innovants avec les petits, ben oui, je voulais dire les écoles primaires. Alors, bravo. Tu voulais rajouter quelque chose, Marilyn? Tu peux si tu souhaites compléter. Je voulais seulement dire que nous, on a des jeunes de la 3e année du primaire jusqu'à la 6e année. Ben, en fait, moi, parce que je suis la seule enseignante pour l'instant. Donc, j'ai des élèves de 3e à la 6e année dans ma classe à temps plein.
Voilà. Merci, mais c'est vraiment le stimulant. Moi, ça me donne le goût, même si je suis présentement dans la recherche universitaire, j'ai le goût de retourner sur le terrain, d'aller dans vos classes et d'aller revivre ça. L'innovation me fascine et de vous entendre aussi, c'est très inspirant. Je suis convaincue que les téléspectateurs à l'écoute auront des questions pour vous à la fin. Donc maintenant, Sylvain, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de façon détaillée de ce qui se passe dans ton école? Merci. Alors, je vais juste parler vite, vite de comment je suis arrivé à faire ce projet. Deux choses qui m'est arrivé. Première chose, comme tout le monde, c'était la pandémie. Prof de musique en ligne au secondaire avec des élèves de 12 ans, 17 ans en ligne avec des instruments d'orchestre. Donc, j'ai pu finalement développer plusieurs outils puis de méthodes d'enseignement en ligne synchrone avec les élèves, des façons de les encadrer, façons d'enseigner aussi asynchrone. Puis, finalement, j'ai réintégré tout ça dans mon enseignement. J'ai appris beaucoup. Puis, en même temps qu'il y a eu la pandémie, ici, j'ai eu la chance d'avoir un investissement massif à construire un gros département de musique qui est, au point de vue technologique, très complet, comme vraiment très avancé. Pour une école secondaire, c'est vraiment, vraiment avancé. Donc, les deux ensemble, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches et je suis tombé justement sur le projet pilote. Et c'est ça qui m'a inspiré. Puis là, je me suis dit, bon, comment je pourrais faire ce que j'ai trouvé avant d'une meilleure façon? Parce que mon problème, c'était en musique, c'est quelque chose qui est humain. On doit jouer avec quelqu'un, puis jouer avec la caméra, c'est très difficile. Donc, c'était ça un peu mon défi. Puis, je suis allé dans le VR. Je ne sais pas si on voit mon casque disparaît, un casque VR. Et j'ai décidé d'essayer de faire de la musique avec le VR. Et lorsqu'on parlait à la question précédente d'innovation, là, c'est un bon exemple d'innovation parce que moi, ça a changé même tout mon enseignement en plus de participer à ce projet de recherche-là. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est avec la technologie VR, de reproduire un environnement pour un élève plus réaliste pour qu'il soit capable de jouer avec d'autres en synchrone ou asynchrone. Donc, là où j'en suis, ça a été très compliqué de comprendre comment faire de l'audio, on appelle ça de la spatialisation du son. C'est-à-dire, je suis capable de placer du son en 3D pour donner le meilleur effet, comme si je suis en train de jouer avec quelqu'un. Ça m'a pris du temps de développer ça. C'est vraiment dans les dernières technologies qui viennent de sortir, là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations pour comment atteindre ça, mais j'ai finalement réussi. Puis là, je fais des vidéos 360. Je filme des élèves en train de jouer et dans un montage vidéo, j'ai mis une partition de musique, puis les élèves peuvent mettre un casque VR et jouer avec des gens. Le but de faire ça, c'est bon, je comprends qu'on ne peut pas donner des casques VR tout de suite à tout le monde en ligne, mais je pense qu'il est important, c'est vraiment d'analyser cette nouvelle technologie-là que je crois qu'on sous-estime. Un des buts, puis c'est des élèves qui me l'ont dit, j'ai pris des élèves qui ont vécu des situations d'isolement où ils ne pouvaient pas venir à l'école à raison de maladies graves, étant à l'hôpital, quelqu'un qui se fait pour la psychiatrie aussi. Puis ces élèves-là, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils se sentaient extrêmement isolés dans leur chambre là-bas seuls. Puis lorsque je leur ai fait essayer ça, ils étaient complètement émerveillés parce qu'ils voyaient, puis ils ont été très touchés de voir leurs propres amis dans le casque, puis qu'ils pouvaient jouer avec eux autres. Donc, il y a comme le côté relationnel que j'ai réussi à aller chercher, puis je me dis, un enfant qui a justement une maladie grave, par exemple, comme la leucémie, puis qui, exemple, joue de la musique et qui est déconnecté de son groupe, à l'adolescence, c'est super important, ces contacts humains-là. Bien, là, on voit qu'avec simplement une caméra puis un enregistrement simple, puis un téléchargement, on peut envoyer une vidéo de ses amis de classe, puis il peut jouer. Donc, je vois que ça a comme un impact sur le côté humain de la situation d'être isolé des autres. Donc, là, je suis rendu là dans mes expérimentations. Puis là, dans le côté un vrai musicien qui n'est pas le côté éducatif, tout le monde rêve de jouer en ligne en temps direct avec d'autres musiciens. Ça, c'est comme quelque chose que tous les musiciens cherchent à faire. Très difficile la technologie. Le 5G va nous l'amener, mais on n'est pas exactement rendu là. Il faut vraiment beaucoup d'équipements spécialisés. Puis ça, c'est la deuxième partie de ma recherche, c'est être en ligne, en temps direct, et capable de jouer. Donc, je peux avoir une caméra 360 dans ma classe, puis les élèves peuvent jouer avec les élèves de la classe. Dans le fond, c'est des intégrés dans un milieu 360 dans le milieu scolaire qu'ils n'ont pas. En gros, c'est ça. Voilà.
On comprend bien que du côté de Sylvain, c'est un orchestre synchrone à synchrone avec des nouvelles technologies. Alors, merci d'avoir circonscrit le projet. Maintenant, on va revenir sur notre prochaine question qui est plutôt au niveau du défi. Alors, moi, de mon côté, j'ai le goût de savoir, sous l'angle ou sous la lunette de l'innovation en formation à distance, quel est votre plus grand défi? Je dis ça peut être un ou plusieurs défis. Alors, je vois Marilyn qui fait signe que oui, Marilyn, est-ce que tu peux nous parler des défis que tu rencontres? Si tu allumes le son, s'il te plaît, on veut t'entendre. Oui, je fais ça à journée longue dans mes cours. Oubliez vraiment tout me parler de ça chez moi. Oui, je vous dirais que mon plus grand défi a été de rencontrer un élève qui était beaucoup plus techno que son enseignante. Donc, réussi à déjouer la sécurité de notre système, réussi à déverrouiller toutes les sections enseignantes dans son bloc-notes pour la classe. Donc, ça a été un défi quand même assez particulier. Là. Je peux vous avouer que j'ai eu chaud à quelques reprises. Ensuite, je dirais que sinon, le plus gros défi, c'est au niveau là, de l'évaluation. Donc, il ne faut pas avoir peur de sortir du cadre. Parfois, on se trompe, on fait des erreurs. Donc, c'est quand même un défi assez important. On est habitué, les parents surtout sont habitués d'avoir des évaluations là, comme ce qu'on voit à l'école, format papier-crayon. Donc, moi, il faut que je sorte de ce cadre-là. Puis sinon, je terminerai en disant qu'un autre défi serait peut-être la qualité du réseau. Donc, on sait que le réseau n'est pas pareil, n'est pas adéquat partout. Donc, de temps à autre, là, on a des élèves qui peuvent être déconnectés par moment, qui peuvent, il peut y avoir des petits bugs, excusez l'anglicisme. Mais sinon, là, je dirais que les défis qu'on va rencontrer, souvent, on est capable de les pallier à court terme, trouver des solutions. Donc, c'est pas mal nos défis au niveau primaire, puis de mon côté, là, en enseignement 100% virtuel, puis toujours synchrone, là, c'est ce qui ressort le plus. Merci. Je pense que la liste est quand même longue. Hein? On rencontre des défis, des fois des imprévus, tout ça. Merci, Marilyn, d'avoir partagé. S'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, tu reviens. On va écouter du côté de David ton plus grand défi avec tout l'historique que tu nous as présenté tantôt. C'est sûr, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Là. Il y a plusieurs défis qui sont en lien avec notre projet ici. Le premier défi en tant que tel, si je peux revenir un petit peu sur ce que Marilyn disait, c'est sûr que le réseau n'est pas le même pour tout le monde. Il y a même, il faut dire qu'en même en 2023, il y a encore certaines personnes pour qui le réseau est inaccessible à domicile. Donc, quand on veut faire un projet qui soit synchrone ou asynchrone, pour des élèves qui veulent le faire soit de la maison ou un autre local de l'école, c'est sûr que s'ils sont à la maison et que le réseau est inaccessible, ça peut devenir compliqué. Donc là, il y a certains problèmes logistiques à régler. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a toujours l'accès à la technologie aussi. Hein? Même si on avance dans les années, ça peut quand même être un défi pour certains. Pour ce qui est de plus relatif à notre défi ici, pendant que j'ai eu la chance plutôt cette année de participer au CANFAD, de faire présenter plusieurs belles ressources, dont une qui s'appelle Flipgrid. C'est une plateforme sur Internet qui permet de faire des enseignements, de donner des leçons et que les élèves peuvent utiliser pour déposer leur travail et faire la tâche qui leur est demandée. Puis on peut tout séquencer et séparer tâche par tâche les étapes d'une séquence d'enseignement qu'on peut faire. Donc, ça permet à l'élève d'avancer graduellement à son rythme et de voir où il en est rendu, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est une plateforme qui est super cool, mais même si c'est une plateforme qui est très intuitive, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, il faut revoir l'ensemble de la plateforme avec les élèves en classe, même s'il y en a qui sont très à l'aise avec la technologie, même certains plus que moi. Il y en a d'autres pour qui c'est complètement inconnu et ça présente un petit défi. Sinon, ce qui est aussi difficile avec nous pour le défi, c'est quand on pense au niveau logistique, ce que je parlais un petit peu avec les élèves TSA tantôt, avec les surcharges et tout. Des fois, ça peut venir un petit peu difficile de respecter les délais, de faire le travail dans le temps de demander, de compléter les tâches. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement à faire à ce niveau-là. Puis, il ne faut pas avoir peur de faire un accompagnement personnalisé. C'est ce qui fonctionne le mieux avec eux, souvent, c'est l'enseignement personnalisé. Donc, y aller une personne à la fois, puis bien faire les choses, prendre le temps de bien faire les choses, en fait. J'ai la chance de compter sur une technicienne qui est avec nous en classe tout le temps. Donc, ça donne un gros coup de main à ce niveau-là. Puis, j'ai un groupe qui est super dynamique aussi. Les élèves, ils sont conscients de leurs défis, de leurs forces. Donc, ceux qui terminent plus vite sont en mesure, ils vont aider les autres
Donc, ça aide un petit peu au niveau de ces défis-là. Oui. Merci, David. Je pense que la liste est longue, finalement. Je vais arrêter de dire quel est votre défi parce que finalement, il y en a plusieurs. Monsieur Michael, au regard de votre projet spécifique, quel défi vous avez rencontré? Sans répéter ce que Marilyn avait mentionné, je pense qu'on vit pas mal les mêmes choses. J'ajouterais peut-être juste la notion qu'on travaille souvent contre la mythologie lorsqu'on parle de la formation en ligne, c'est-à-dire que c'est impersonnel, qu'on ne peut pas former de relations humaines chaudes en ligne. Que pour enseigner ou être élève en ligne, il faut être spécialiste en technologie. C'est complètement faux. On peut avoir des très bonnes relations, très humaines, très chaudes, très interactives. On n'a pas besoin d'être des grands spécialistes en technologie pour enseigner ou être étudiant, élève. Alors, c'est souvent la perception à laquelle on fait face souvent lorsqu'on parle de la formation en ligne. Je reviens toujours à dire qu'il ne faut pas penser que la formation en ligne, c'est comme on dit en anglais, le poor cousin, le cousin pauvre de l'enseignement en classe, parce qu'on a nos écoles qui sont souvent, surtout au niveau secondaire, c'est des grosses usines où nos élèves se sentent perdus parfois, et pour eux, ce milieu-là ne les convient pas du tout, tandis que lorsqu'ils sont dans un milieu en ligne, ils peuvent réussir à devenir vraiment plus ouverts, ils se sentent plus en sécurité qu'ils se sentent dans une école conventionnelle. Alors, c'est pas pour tout le monde en ligne, mais l'école conventionnelle n'est pas pour tout le monde non plus. Alors, c'est la façon d'y voir. Hein. Il ne faut pas penser que tout de suite, si on met un élève dans une usine, comme beaucoup de nos écoles secondaires où il y a 2000, 3000 élèves, et on dit, ça, c'est le contexte idéal. Ce n'est pas le contexte idéal pour beaucoup de nos élèves. Alors, en ligne, ça sert une partie de notre clientèle et ils sont à l'aise là. Alors, merci, Michael, d'avoir précisé les défis de votre côté. Puis, en plus, du côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières, moi, je travaille avec des équipes de recherche et dans la prochaine année, on va justement relever ce que la recherche va nous permettre d'aller en extraire. Ça fonctionne avec quelle clientèle, comment. Alors, il y a des recherches qui sont en cours, alors c'est à suivre. Stay tuned, comme on dirait, là. Alors, il va y avoir des rapports de recherche qui vont un peu nous faire la lumière sur toutes les clientèles auxquelles ça pourrait peut-être mieux convenir ou pas convenir également. Donc, du côté Sylvain, les défis que tu as rencontrés dans ton projet? Ben, merci. Encore des défis techniques. Là. Oui, on a parlé de réseaux, je pense que tout le monde le vit, mais à part des réseaux aussi, il y a de trouver aussi les bons outils qui s'adaptent pour l'enseignement en ligne. Comme exemple, je travaille avec Google Classroom, que personnellement, je suis content, mais je connais d'autres de mes collègues qui ne travaillent pas du tout avec ça. C'est que je dis, oh, c'est compliqué. On peut partager un outil. Là, j'ai remarqué que finalement, les meilleurs outils qui fonctionnent, c'est les outils qui sont en ligne. Donc, il a fallu que je trouve pour la musique des outils en ligne, qui ne s'installent pas, autrement dit, sur ta tablette ou ton téléphone. Donc, ça, il y avait un petit défi de recherche là. Là aussi, c'est un défi de formation en ligne. Bon, mon truc était compliqué un peu, mais de trouver la bonne formation aussi qui s'adapte à la tâche que je veux faire. Là, j'ai fait plusieurs cours, puis des fois, j'ai bien suivi des cours, je dis OK, celui-là, il ne m'amène pas à bonne place. J'en ai suivi un autre et un autre. Donc, il y a quand même obtenir l'information dans mon cas, là, pour le côté musical, là, il y a moins de choses, je pense, disponibles comme par exemple un cours de français où tu as Google Docs tout de suite dans Google dans la suite, ou tu en as d'autres, des logiciels d'écriture plus accessibles. Donc, ça a été beaucoup ça, mes deux défis. C'est pas mal technologique, là. OK. Wow. Alors, tu nommais, Sylvain, l'importance des outils, hein, choisir des outils. Parfois, on ne sait pas quel outil choisir ou lequel pourrait correspondre à notre besoin. Je vais donner un petit défi à Maxime Laflamme, qui est en ligne présentement, d'aller chercher le lien et de placer dans le clavardage le Wikifad. Alors, France Lafleur a créé le Wikifad, qui est une banque d'outils numériques qu'on peut utiliser selon la matière, la discipline qu'on enseigne. Alors, ce sera un outil qui pourrait aider nos téléspectateurs qui sont aussi probablement passionnés de la formation à distance. Alors, voilà un prochain tour de table cette fois pour vous demander comment on pourrait actualiser nos pratiques. T'sais, comment j'ose pas dire moderniser, mais comment on peut actualiser nos pratiques pédagogiques en formation à distance au secteur des jeunes? Comment on l'ajuste? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant là, avec la nouvelle réalité? Donc, je vous laisse plonger. Quelqu'un est volontaire pour plonger pour cette question?
Oui, David. Je peux bien me lancer. Je vais y aller, en fait, dans l'actualisation des pratiques pédagogiques. Je vais y aller plus général. Je n'irai pas nécessairement formation à distance. Je pense que ça s'applique vraiment aux deux, en classe comme à distance. Dans le fond, moi, je passe toujours par les mêmes questions lorsque je planifie mes activités que je vais faire en classe. Peut-être que vu que je suis tout nouveau et que c'est plus facile de me rappeler qu'est-ce que je viens de faire à l'école, c'est des questions qui se répondent facilement, mais j'aime toujours me demander quand je viens à enseigner une compétence ou quelque chose, à faire un apprentissage, cette chose-là, quand je l'ai fait à l'école, comment on le fait? Est-ce que j'ai aimé la façon dont on le fait? Si la réponse est non, je me demande, est-ce que c'était personnel ou si, de ce que je me souviens, mes amis non plus n'aimaient pas ça? Et si la réponse reste encore non, bien là, je vais essayer de tout simplement tout remodeler autour de. Je vais garder évidemment les objectifs et les apprentissages essentiels en tête qu'il faut avoir à la fin, mais je vais tout remodeler l'enseignement de cet apprendissage-là. Je vais sortir du cadre. Je vais désobéir, comme on disait dans la discussion un petit peu plus tôt. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Pas que je suis un rebelle ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment important de sortir du cadre parce qu'il y a beaucoup de choses. On risque de me faire lancer des roches dans le programme de certaines matières. Il y a certains programmes qui sont en partie ou presque complètement désuets, qui auraient vraiment un grand besoin de modernisation. Souvent, les sujets qu'on touche ou les angles qui vont être utilisés ne seront pas nécessairement engageants. Je pense que c'est bien de sortir de tout ça, puis ça permet de s'actualiser dans ce qu'on fait. Excellent, David. On compte sur toi pour amener du renouveau. Et en même temps, tu nous disais que tu te posais beaucoup de questions sur, tu sais, quand tu planifies, tu veux actualiser. Ça me fait penser que je me dois de vous mentionner que durant la dernière année, issue de mes recherches, j'ai créé, en fait, au niveau du ministère de l'Éducation, j'ai fait une recherche-action, laquelle en a permis d'en arriver à un modèle de cohérence pédago-numérique. Alors, notre super-héros, Maxime Laflamme, va aller nous chercher ça sur Internet, un beau modèle de cohérence pédago-numérique. Vous pourrez l'utiliser justement, David, là, quand tu veux te planifier. Ça t'aide à t'accompagner pour vérifier qu'il n'y a pas d'oubli dans ta planification. Ceci dit, Sylvain, de ton côté, comment on actualise l'approche pédagogique, les pratiques pédagogiques? En fait, j'essaie de consolider ce que je ferais ou je fais en ligne avec le présentiel. En fait, j'ai tout changé mes outils que j'utilisais en classe. Là, c'est rare qu'on me remette un travail écrit, papier. Là, c'est vraiment, j'utilise pour les devoirs et tous ces trucs-là. J'ai même découvert une application en ligne qui te permet de créer des pièces à partir de boucles. En anglais, on dit des loops. Là. Puis, le travail de création, je trouve qu'il y a certains éléments, certains énoncés dans la progression des apprentissages que je vais mieux cibler en utilisant cet outil-là. Donc, tantôt, lorsque j'ai parlé à la recherche d'outils, moi, dans ma recherche d'outils, dans mes critères de sélection, c'est justement, est-ce que je vais l'utiliser juste une fois ou je vais pouvoir l'utiliser aussi dans mon enseignement, puis c'est le B que j'essaie de choisir, c'est de faire une pierre deux coups. Parce que si j'étais pour tomber en ligne encore, malheureusement, comme on a fait comme il y a 2 ans, on s'est tous fait prendre un peu les culottes baissées, puis personne ne savait quoi faire, puis expliquer à un élève où est le bouton lorsque vous êtes à 50 km de l'élève, c'est très compliqué. Tandis que là, c'est fait en classe. Ils ont comme, dans le fond, une formation en classe sur ces outils-là. Moi, je pense qu'ils avancent plus avec les outils que j'ai ciblés. Est-ce que les outils ne vont pas chercher pour élever l'apprentissage? Je le fais en présentiel. Et à tomber en ligne, je n'ai plus besoin d'expliquer à l'élève où est le bouton. Tout est là, c'est que je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. Merci. Merci pour ces éclaircissements. Ça nous donne un peu une perspective là, de comment tu le gères, en fait. Et M. Michael, de votre côté, comment on actualise la pratique? Quand je suis David et Sylvain, c'est comme tu l'as dit, je pense qu'une des choses que j'apprécie énormément que David a mentionné, c'est qu'en fait, trop souvent, la distinction entre notre pédagogie, notre façon de faire dans une classe conventionnelle et versus ce qu'on fait en ligne. Compte tenu, c'est vrai qu'on a la technologie qui rentre en ligne de compte, mais c'est la bonne pédagogie que ça prend aux 2 niveaux. Et pour nous, je reviens toujours à dire, dans la formation de nos enseignants, on insiste qu'ils vivent l'expérience. On a des centaines et des centaines, par exemple, c'est pas au Québec, mais des centaines et des centaines d'enseignants, enseignantes au Thaïlande. Et pendant une semaine de temps, on insiste qu'ils deviennent les élèves qui vivent l'expérience eux-mêmes
afin qu'ils soient en mesure de prendre l'expérience et de le faire vivre à leurs élèves. Et on leur fait voir, ils vivent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je crois que il n'y a rien comme de le vivre pour être en mesure de le faire et d'accepter, comme on mentionnait tout à l'heure, que les échecs, c'est une façon d'apprendre. C'est simplement, on sait ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, mais il faut vivre les choses. Alors, pour nous, pour actualiser tout ce qu'on veut faire, c'est faut le vivre en premier, hors du contexte de la classe et avant l'amener en classe. Alors, c'est juste une de nos pratiques. OK. Merci, Michael. Au prochain tour, vous serez le premier comme ça. Sylvain et David seront après. Alors, Marilyn, de ton côté, actualiser la pratique pédagogique? Bien, moi, de mon côté, comment je vois ça, c'est qu'il faut se lancer, expérimenter. Il ne faut pas avoir peur effectivement de l'échec, comme l'ont dit mes collègues, parce que parfois, on pense que ça va bien aller, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Oui, le vivre, je pense que c'est une bonne manière d'apprendre puis d'actualiser aussi lorsqu'on le vit comme étudiant. Ça nous aide à comprendre ensuite, lorsqu'on a la lunette d'enseignant, comment c'est ressenti, qu'est-ce qu'on voit. J'ajouterais aussi qu'il faut, pour actualiser, il faut être autodidacte, il faut aller lire beaucoup sur ce qui se fait, c'est quoi les innovations, discuter avec les gens aussi sur qu'est-ce qui a déjà été essayé, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Il ne faut pas avoir peur de rester authentique. Oui, parfois, on rencontre certaines embûches, certains défis, puis c'est de les relever avec brio et d'apprendre. Puis je dirais aussi que c'est d'adapter. Moi, j'utilise du matériel qui est utilisé normalement en classe, mais je l'adapte pour que ça soit adéquat pour mon enseignement virtuel, tout en gardant en tête c'est quoi mon objectif d'apprentissage, qu'est-ce que je veux que les élèves retiennent là-dedans, tout ça. Puis, c'est ça, je dirais que l'authenticité, je pense que c'est important là, de rester authentique dans tout ça, puis d'avancer. Absolument. Merci, Marilyn. Dans le fond, ce qu'on retient, c'est que tu as nommé le mot important de adapter. Hein? Donc, on adapte au virtuel, on adapte à la formation à distance. Donc, il y a certains ajustements. Donc, merci. Maintenant, vous savez, nous en sommes déjà rendus au dernier tour de plateau, mais je vais donner la parole à M. Michael pour vous demander au secteur des jeunes, hein, parce qu'aujourd'hui, la lunette qu'on porte, c'est vraiment primaire, secondaire, pour les jeunes. Dans vos projets spécifiques, qu'est-ce qui contribue au bon fonctionnement de la FAD? Autrement dit, qu'est-ce qui fonctionne? Je pense que lorsqu'on est en ligne avec les élèves, on a la chance d'entendre la voix des élèves. Comme on dit en anglais, student voice. Ils ont la chance de prendre l'appartenance du contexte beaucoup plus que dans une situation conventionnelle. Alors, on les encourage à justement s'exprimer, trouver leur façon de faire et devenir maître de leur propre apprentissage. Alors, c'est le gros défi. Plutôt que qu'ils soient passifs, on mise beaucoup sur le côté qu'ils soient propriétaires de leur apprentissage, leur expérience. Alors, ce qui fonctionne, c'est de les engager, l'engagement de l'élève, d'accord? Maintenant, David, de ton côté, as-tu pu remarquer quelque chose en particulier qui fait que ça fonctionne, ça apporte un rayonnement? Bien, de mon côté, je vais y aller plus en prévision parce qu'on est encore en train de finaliser la préparation de notre projet. On commence les tests cette semaine et au retour de la relâche, on va vraiment mettre le projet en marche. Donc, mais de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai appris des consultations avec mes collègues, c'est que la première chose pour assurer le succès de tout ça, c'est évidemment de toujours bien expliquer les étapes qu'on va avoir à faire à distance à nos élèves, de bien les visualiser avec eux pour s'assurer qu'ils comprennent et qu'ils soient capables de faire de compléter l'ensemble de leurs tâches de leur côté. C'est sûr qu'il peut y avoir des questions en cours de route, mais si le gros bout du chemin est fait avant de les laisser quitter justement en formation à distance, je pense que ça facilite beaucoup les étapes qu'on va avoir à faire pour le projet. Donc, c'est ça, pour mon côté, c'est vraiment qu'est-ce qui va contribuer au bon fonctionnement, c'est la bonne préparation puis la bonne visualisation des choses à faire avant de débuter. Excellent. Bonne préparation. On ne le dira jamais assez. Bonne préparation. Et du côté de Sylvain, si on voulait entendre, qu'est-ce qui contribue au bon fonctionnement de ton projet musical? Je vous dirais manipulation, stimulation. C'est parce que là, moi, je suis en VR, oui. Donc c'est très immersif. Donc là, on est au-delà du réel.
Et j'ai remarqué que là, ça, les élèves, même un adulte, lorsque je leur mets une lunette, la première réaction d'un adulte, c'est de dire ah ouais, cette affaire-là, bon, je ne vais pas essayer ça, puis ça reste là. Puis là, lorsque je le mets, même un adulte réagit d'une façon extrêmement positive, puis n'en vient pas de cette technologie-là, comment justement c'est immersif. Puis j'ai trouvé que ça, pour certains enseignements, ça les bonifie. L'élève, il est porté à travailler davantage, il veut le réessayer. Il y a comme un engouement pour la technologie. Puis ça devient, je trouve, un super bon stimulateur pour les apprentissages, dans certains apprentissages. Puis ça fait qu'en sorte, finalement, le projet de formation à distance fonctionne parce que l'élève, j'ai remarqué, il n'arrête pas de vouloir le refaire. Il veut le refaire. Et il y a comme une petite difficulté parce que oui, c'est immersif, mais c'est quand même pas nos sens sont truqués. Donc, il y a comme une difficulté supplémentaire, puis ça devient comme un jeu. Donc, ta tâche pédagogique devient un jeu. Puis c'est là, je pense que c'est là que l'élève s'implique davantage. Puis, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le médium aussi qui fait ça. Puis je pense que le médium n'est qu'à ses débuts. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver dans les 10 prochaines années en réalité virtuelle, vraiment, là, qui va être beaucoup plus poussé que ça. Et voilà. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui était d'accord avec toi. Il y avait un Maxime qui devait nous quitter qui a dit que ça faisait du bien à l'âme de vous entendre. Alors, je pense que c'est ça, Sylvain, quand tu dis que tu t'amuses, je pense que ça transparaît. Tu nous en parles, ça transparaît, puis également tes élèves doivent le sentir aussi. Alors, Marilyn, tu vas nous fermer la boucle en nous disant qu'est-ce qui fonctionne de ton côté avec les plus petits? Avec les plus petits, je dirais qu'une chose qui est principale, c'est la collaboration école-famille. Donc, les parents doivent beaucoup collaborer avec moi et moi avec les parents puisqu'ils sont mes yeux et mes oreilles. Ensuite, je dirais qu'il y a le volet écoute et accompagnement qui est très, très important au-delà des apprentissages dans mon cas, en tout cas au quotidien. Les jeunes ont besoin d'être écoutés. Les jeunes que j'ai, c'est pas les jeunes qui fonctionnent bien en classe, là. Donc, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être que je leur montre où est-ce qu'ils vont chercher les outils, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est ça, je dirais collaboration, travail, famille, puis vraiment là, être à l'écoute beaucoup, 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 beaucoup. Merci, Marilyn, d'avoir illustré très concrètement qu'est-ce que les besoins là, de tes élèves du côté primaire. Alors, sur cette note, bien sûr, on doit conclure parce que c'est très impressionnant de constater en direct de vos univers, que vraiment au niveau de la formation à distance, il y a beaucoup de projets qui se font dans la province. Moi, je suis épatée de voir ce qui se passe du côté primaire et secondaire. On a eu le privilège d'entendre 4 personnes ici aujourd'hui qui sont impliquées, mais qui sont actuellement en pleine initiative là, parce que ça se déroule au Québec. Et coup de chapeau au personnel qui s'engage au déploiement et au rayonnement de la formation à distance au Québec. Alors, on parle des enseignants qui sont ici aujourd'hui, on parle également de leurs collègues, leur direction, les gens qui travaillent dans l'ombre. Alors, pour que ça se mette en place, il y a vraiment des petits nids d'abeilles. Donc, voilà, je vais céder la parole à Sarah, mais je vous reviens pour un petit bonjour pour le mot de la fin. Voilà, Sarah. Merci beaucoup, France. Merci beaucoup aussi à nos panélistes. Merci de nous avoir accueillis dans votre univers. On a le temps pour quelques questions. Si jamais il y a des gens qui veulent se manifester là, à l'écrit, vous pouvez le faire, mais on peut prendre vos questions à l'oral aussi. Donc, vous avez l'option lever la main qui est dans le bas de votre écran. Je vois qu'on a une petite main levée de Gianne Barakat. Est-ce que vous vouliez poser une question? Regardez si c'est possible de donner l'accès au micro. Alors, je suis convaincue que ça suscite beaucoup de questions, de savoir qu'on est actif au primaire, au secondaire, puis qu'on essaie dans un projet pilote. Et n'hésitez pas, les personnes qui sont en ondes présentement, si vous avez des idées de projets pilotes pour essayer, expérimenter des projets pilotes, c'est encore ouvert au ministère de l'Éducation pour l'année 2023-2024. Donc, voilà. On a encore le temps. Là. Si jamais des gens qui Oui. veulent lever la main, ça peut être un commentaire aussi, s'exprimer, il n'y a pas de problème. On est prêt à accueillir tout ce que vous avez à nous partager. Alors, on a des gens qui se font discrets. Ils sont venus entendre. Alors, c'est toujours impressionnant là, de voir. En fait, c'est innovant, c'est captivant aussi de voir toutes les nouveautés
de dire qu'on peut faire de la musique à distance, qu'on peut aller vers une clientèle TSA, de voir que les enfants du primaire qui ont des besoins spécifiques auxquels on pourrait répondre à distance. Alors, c'est quand même intéressant de voir comment on le fait. Alors, c'est ça qui enrichissait notre discussion d'aujourd'hui. On a une question en commentaire, France. Donc, on a Garbi qui nous demande où peut-on appliquer au financement pour les projets innovants? Effectivement, là, en fait, il y a deux choses. Il faut d'abord, vous pouvez m'écrire à france.lafleur@uqtrs.ca, donc mon adresse de courriel. Je pourrais vous rediriger vers le ministère de l'Éducation, donc france.lafleur@uqtrs.ca. Je sais que le projet en tant que tel, on peut faire la demande, on peut proposer au ministère un projet pilote pour l'expérimenter durant la prochaine année scolaire. Et je sais aussi qu'il y a une enveloppe disponible pour soutenir ce projet. Donc, on pourra vous guider vers les bonnes personnes, là. En fait, je pourrais vous donner les coordonnées de la personne qui s'appelle Amélie Girard et je pourrais vous donner là, exactement son adresse courriel à partir du moment où vous m'aurez écrit dans mon courriel à moi, parce que je ne le connais pas par cœur à ce moment-ci. Bien, il n'y a pas de problème. On a aussi Annick qui a une question pour Marilyn qui demande si l'horaire est adapté si vous faites 5 heures en synchrone avec les élèves. Pour répondre à Mme Annick, l'horaire est adapté, oui. On n'a pas le projet ne demandait pas qu'on passe 5 heures en ligne en synchrone avec les élèves. Donc, au départ, notre vision, c'était je donne l'enseignement, je réponds aux questions, je demeure disponible pour les questions. Mais les élèves ne veulent pas se déconnecter. Ils veulent rester avec moi, ils veulent poser des questions, ils veulent travailler en équipe. Donc, ce n'est pas obligatoire. J'ai certains élèves qui se déconnectent, qui vont travailler, reviennent poser des questions, envoient les travaux. Mais j'en ai plusieurs qui, contrairement à ce qu'on croyait, ont besoin de rester en ligne. Donc, ils restent avec moi, puis ils me posent des questions, interagissent et tout. Mais merci beaucoup. On a des beaux commentaires, là. Merci beaucoup, présentateurs. C'est inspirant de réfléchir nos FAD en considérant la variété de nos apprenants. Félicitations pour vos réussites. Jean Bélanger qui nous dit merci pour ces échanges stimulants. Donc, moi aussi, je prends le temps de vous remercier. France, je ne sais pas si tu voulais finir avec quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, en guise de clôture, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui qui a mis en lumière 4 univers de la formation à distance. Je salue l'audace et l'initiative de nos participants qui sont en action et de nos personnes en action à travers le Québec. Alors, un grand merci, Marilyn, David, Sylvain et Michael, de faire une différence au Québec. Portez-vous bien et à la semaine prochaine ou à l'année prochaine pour la semaine de la FAD. Merci beaucoup. Donc, je conclue avec quelques petits messages. D'abord, pour vous mentionner qu'on a un formulaire d'appréciation des activités. Donc, vous pouvez aller le remplir au fur et à mesure que vous participez à des activités de la semaine de la FAD. Donc, vous pouvez suivre le monurl.ca/apprécier SFAD 23. Vous avez également un code QR à l'écran. Donc, je vous invite à prendre l'adresse en note ou à scanner notre code QR. Ensuite, sachez que vous pouvez également aller réclamer votre badge, donc en partenariat avec le cadre 21. Donc, en participant à 3 activités et plus de la semaine de la FAD, vous pouvez réclamer votre badge à monurl.ca/badge SFAD 23. Vous avez également le code QR qui est à l'écran juste ici. Je tiens à remercier les partenaires de cette édition 2023, donc ils sont ici à l'écran. Un grand merci également au ministère de l'Éducation pour son financement. J'en profite également pour vous inviter au cocktail de clôture propulsé par le REFAD. Donc, vendredi 24 février, 14h, on se retrouve là avec des intervenants de la semaine de la FAD. On va parler de nos coups de cœur, revenir sur tout ce qu'on a vécu. On a également des beaux prix de participation à faire tirer. Donc, ils sont à l'écran juste ici. Et je conclus en vous disant qu'il n'est pas trop tard pour vous inscrire à la semaine de la FAD. Donc, vous pouvez visiter le monurl.ca/SFAD 23 pour l'ensemble de la programmation et pour les rediffusions à venir. Donc, un grand merci tout le monde. On se retrouve à 14h pour l'atelier Le nouveau recto verso de Fadio, l'évaluation en FAD. Donc, un grand merci. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Portez-vous bien.